Hi, man la MASS, Mam Asek, El Hadj Malick Seck, artiste, réalisateur, rappeur, directeur artistique, whatever. maa ngi si le vrai Mag ak Mamo Hits. Yeah. Bon, donc je suis MASS. C'est le nom que je prends quand je fais du rap. Et pour mon histoire avec le rap, ça a démarré à Diourbel, j'habite Diourbel, qui est à 200 voire 250 km de Dakar. On a créé Black Diamonds, qui est un groupe qui a fait quand même beaucoup de choses ici au Sénégal et en Afrique. On a remporté le titre de deuxième meilleur groupe africain derrière P-Square et devant tous les autres groupes que vous connaissez, hein, les Fally Ipupa, les gars de Togo, les gars de Côte d'Ivoire et tout, quoi. Ensuite, on a eu avec Black Diamonds, on a été nominé aussi au Cora Award, vous vous souvenez, je pense, qui était la plus grande récompense de la musique africaine. On était là-bas en 2005 et puis en 2010. Ensuite, on a eu aussi le meilleur groupe ici, Hip Hop Awards, meilleur clip ici. Donc on a fait plein de choses vraiment avec Black Diamonds. On a tourné ici en Afrique et en Europe. Donc ça, c'est le nom que je garde quand je fais du rap, MASS. Maintenant, il y a Mam Asek. Mam Asek, c'est l'artiste côté audiovisuel, donc le réalisateur de clips, parce que les vidéos de Black Diamonds, notamment, je les ai fait, tu vois. Je signe aussi à la télévision comme infographiste, Mam Asek. Quand je fais des bandes dessinées, je signe aussi Mam Asek. Quand j'écris des nouvelles, je signe Mam Asek. Quand j'écris, voilà, je signe Mam Asek. Maintenant, El Hadj Malick Seck, c'est plus la personne qui est le talibé qui a gagné à Diourbel, qui a fait son cursus scolaire à Diourbel, qui est allé à l'université. Donc j'ai fait maths physique, donc un peu chimie, physique, mécanique. Je suis allé à l'université, à l'école, comment dirais-je, au département sciences et techniques, donc maths physique, ensuite. Voilà, en gros, Mamas. Quand je me lève, je fais 50 pompes, quoi. Tu vois, ensuite dans la douche. Ensuite, donc, je prépare les enfants. Ils ont un petit chiot, donc je leur donne à manger. Maintenant, c'est plus, comment dire, la période des playoffs, parce que moi, je suis plus basket. Et comme des fois, si je ne regarde pas les matchs qui sont déroulés tard la nuit, donc je regarde les résumés de 9 minutes donc, dans la chaîne américaine, tu vois, et s'il y a de l'actualité qui me connecte, donc je regarde les revues de presse. Donc ce sont les premiers gestes que je fais quand je me lève le matin. Bon, l'audiovisuel au Sénégal, le regard que je porte sur l'audiovisuel au Sénégal, c'est en train d'exploser à tous les niveaux. Mais comme je dis, c'est le phénomène Mbalakh qui entre partout. Hein. Quand je dis phénomène Mbalakh, nous avons notre microcosme qui est là. On se fait des choses entre nous, on le regarde entre nous, c'est nous qui le comprenons, mais ça a du mal à exploser ailleurs. L'exception a été les séries sénégalaises. Et je pense qu'ils ont atteint, pour la plupart, leur plateau de verre. Pourquoi ils ont atteint leur plateau de verre? Parce que les histoires qui sont racontées, en fait, ce sont des histoires qui sont très sénégalaises. Les séquences sont longues, plus de séquences en intérieur, et on parle les mêmes histoires, c'est-à-dire l'amour, les coépouses, la polygamie, la trahison, tu vois, un peu de banditisme, mais le banditisme à l'occidental, avec des gars en costume, cravate, tu vois, avec les lunettes, Tokiwoki et autres, tu vois. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est un peu cliché quand je parle, par exemple, des séries. Le cinéma, je pense que nous avons régressé par rapport à la position qu'on avait. Donc, l'audiovisuel, bon, on le mélange un peu avec le cinéma. Peut-être que je peux les dissocier, on va les dissocier. Donc, l'audiovisuel, à part ça, c'est les télévisions. Et les télévisions, bon, ils ne font pas de production. Ils essaient de la production, ils ne l'achètent même pas. Vous amenez la production, vous allez chercher vous-même les partenaires et ça n'aide pas trop les producteurs, tu vois. C'est pas tout le monde qui réussit à faire passer sa télévision, sa production dans la télévision. Donc les gars se tournent vers YouTube
Et YouTube, vraiment, c'est assez ouvert et les Sénégalais sont de gros consommateurs de YouTube. Parce que si tu fais la comparaison avec les séries qui sont des séries d'origine nigériane, d'Afrique du Sud et autres, même Côte d'Ivoire, qui ont une population qui ne boxe même pas dans la même catégorie, parce que on parle de 16-17 millions, alors qu'eux c'est 200 millions, 45 millions et autres. Mais nous avons les plus gros chiffres en termes de vues. Ça veut dire que les Sénégalais sont très digital et ils sont très aussi séries. Donc maintenant pour moi ce qu'il y a c'est la formation, c'est-à-dire on a tous appris dans le tas. Moi j'ai commencé à faire la formation audiovisuelle et je pense que c'est moi qui ai fait la première formation en audiovisuel au Sénégal. Parce qu'avant il y avait des écoles qui donnaient des formations sur le print quoi. Avant c'était Photoshop, Illustrator, Quark Express. Et après, c'est devenu InDesign, donc futuriste. Toutes les écoles là, en fait, c'était des écoles pour le print. Et quand Supinfo a voulu faire une école de, comment dire, une formation en audiovisuel, bon, ils m'ont contacté. À l'époque, donc j'étais à 2STV. Donc j'ai écrit une formation sur Adobe Premiere, After Effects, Photoshop pour audiovisuel et Illustrator pour audiovisuel. Ensuite, la troisième année, c'était, comment dirais-je, Final Cut, Cinema 4D. Et les autres logiciels. Et depuis lors, je pense que ça a été le premier vivier, la première pépinière pour les télévisions. Et depuis lors, bon, les écoles de formation pullulent. Mais le plus gros problème pour moi pour l'audiovisuel, c'est la spécialisation. C'est-à-dire que les gars puissent se spécialiser en prise d'image, en prise de drone, en étalonnage, en, comment dirais-je, en montage, en truquisme, tu vois. Et si on arrive à ce niveau-là, je pense que, bon, en termes de série, en termes de production de télévision et autres, bon, on pourrait poser lourd sur la balance ici au niveau africain. Donc, Doomu Gaindé, en fait, les retours, ça a été quand même de très bons retours. On n'a pas fait la deuxième saison pour le moment. On a sorti un spin-off, Doomu Gaindé CAN, qui parle de la Coupe d'Afrique. C'était un peu lié parce qu'à l'origine, Doomu Gaindé, c'est le rêve de Hassan, mais aussi c'est le rêve de Pacrèche de voir l'équipe nationale, surtout à l'UTC, soulever la Coupe d'Afrique. Et on ne pouvait pas rater donc, cette Coupe d'Afrique-là. Donc c'est dès le départ, on a pris le pari fou de dire qu'on va gagner la Coupe d'Afrique. Et depuis 60 ans, on l'attend. Et le pari a été gagnant, tu vois. Ce qui fait que le spin-off là, ça a vraiment porté, je dirais, bonheur au Lion, quoi. Donc Doomu Gaindé, en fait, c'est une histoire autobiographique, mais une histoire globale du Sénégal. Je suis quelqu'un de très artistique et je disais que, Idriss Ouadraogo disait que Nollywood, c'est du fast-food. C'est-à-dire, on regarde des séries et puis on les oublie. On regarde des cinémas et on les oublie. Les arts le font un peu dans le sens de faire des séries qui sont éphémères, des créations qui sont éphémères. Mais moi, je suis plus dans le film d'auteur, je dirais la série d'auteur. Parce que si vous regardez Doomu Gaindé, vous allez voir que dans les premiers épisodes, pratiquement toutes les scènes sont faites en extérieur. Le décor, c'est un personnage qui a fait que beaucoup de jeunes se sont retrouvés dedans. Parce que on voit les jeunes dans la rue, à côté des moutons, aller dans les champs, tu vois, voler, comment dirais-je, des fruits, jouer des billes, tirer aux billes. Donc tout ça, en fait, ça a réveillé l'âme de grandes personnes qui se sont retrouvées, en fait. Parce que le nombre de séries qu'on voit du Sénégal, on pensait peut-être que le Sénégal, bon, c'était une... Je pense que c'est une petite partie du Sénégal qui vit en fait ces réalités-là. Et je dis que c'est bien de montrer, parce que bon, le cinéma c'est le rêve. Mais aussi des fois, c'est un coup de poing qu'on donne, c'est-à-dire on montre la réalité du plus grand nombre. C'est-à-dire quand on part et qu'on franchit Patte-d'Oie et qu'on va vers l'est, tu vas vers le sud du moins, Guédiawaye et autres. Et là, on se rend compte d'une autre réalité qui n'est pas la réalité donc de Stras, restaurant, tu vois, glamour et autres, quoi. Tu vois, les sociétés, non. En fait, Doomu Gaindé, c'était ça. C'est-à-dire une famille de 4 personnes qui vit dans une chambre qui ne fait même pas 20 mètres carrés, tu vois. Et dans cette chambre-là, ils font tout. Donc, il y a tout leur bagage. Ils vivent ensemble. On les montre
comment ils dorment, tu vois, comment ils se réveillent, tu vois. Chacun avec un rêve différent, un père qui est... Je pense que ça a fait que les Sénégalais en grande partie, comment dirais-je, se sont rattachés dessus. Et puis, moi, je me disais que c'était vers les épisodes 6, 7 que ça va prendre. Mais dès le premier épisode et le deuxième épisode, ça a pris. Tu vois, ça a été comme un coup pour les Sénégalais qui ont vraiment adoré la série, quoi. Pourquoi je suis tout le temps révolté? Parce que nous avons peur de perdre de l'argent, de ne pas avoir de l'argent du financement. Le cinéma et l'audiovisuel au Sénégal dépendent beaucoup du financement. Et qui te donne de l'argent et te dit ce que tu as à faire. Aujourd'hui, si tu ne parles pas genre, si tu ne parles pas d'une certaine manière politiquement correcte, par exemple, de certaines questions, par exemple, sur Doomu Gaynde, j'ai pris position par rapport au CFA, j'ai pris position par rapport à l'enseignement des langues nationales. Et je pense que la séquence qui a été la plus partagée, c'est la séquence là qui montre qu'en fait les enfants ne sont pas cons. Ces enfants sont juste, comment dirais-je, ils ne comprennent pas le français. C'est pourquoi il y a beaucoup qui se perdent dans le cursus scolaire. Mais si on avait fait l'enseignement en Wolof, on aurait des savants, n'est-ce pas? Donc, ce qui me rebute, je peux en parler à longueur de journée. Mais en fait, ça revient à un mot. L'authenticité, le courage et raconter nos propres histoires par rapport à notre propre perspective. Ouais, je pense que un artiste, pour moi, un artiste doit être engagé. Un artiste doit être engagé. On ne peut pas être neutre dans ce monde. Je regarde l'arbre là qui est derrière nous, tu vois. Ça, pour moi, c'est une forme d'engagement. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me fait aussi mettre en colère à Dakar, c'est que on est en train de couper tous les arbres. Et quand je vois un arbre dans une maison et la configuration de la maison entre l'arbre, ça veut dire que la personne, il donne de l'importance aux arbres. Et c'est la même chose. Ça, c'est un engagement par rapport à l'écologie. Mais on peut être engagé par rapport à l'économie, par rapport à la politique. Tu vois, que ce soit une personnalité, quand vous avez une voix qui doit maintenant porter, vous avez l'obligation de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. On peut faire des installations, on peut faire des tableaux qui soient engagés. Mais si on peut se donner de la voix, parce que tout le monde n'est pas artiste. Quand on est artiste, on est pluridisciplinaire. Et pour être politique, on doit être pluridisciplinaire. Parce qu'on voit les interconnexions qu'il y a entre l'économie, la sociabilité, comment dirais-je, l'ethnologie, tu vois, plein de disciplines. Donc, comme les sportifs, hein, donner de savoir, pour moi, c'est une obligation. Maintenant, la plupart des artistes africains, et c'est les artistes africains, hein, ils disent qu'ils ne veulent pas prendre parti. Ils veulent être neutres. Le statut de neutre n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je raconte une histoire lors des rencontres sur la pensée, je pense africaine, les pensées qui se sont tenues au musée avec Félix Sarr et autres. J'ai fait une photocopie de plein de magazines, comment dire, documents sur Canal et sur Division X Dakar. Et pour la première fois, je faisais ça. Je suis parti là-bas et j'ai donné des documents à tout le monde, à beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités artistiques. Je n'ai pas eu de retour. Et voyez-vous, quand j'entre dans un marché, ou bien quand je suis dans la banlieue, des gens qui sont en balade, hein, ou bien qui vendent des cacahuètes me disent c'est qui? Mas, on t'a vu, c'est Khala TV, parce que Khala TV avait fait une vidéo sur ça. On te soutient, vraiment, on ne comprend pas, mais tu vois. Donc, on me dit, ces artistes sont supposés être des intellectuels, des penseurs, qui doivent comprendre la propriété intellectuelle, qui doivent comprendre combien quelqu'un peut faire. Il peut être des fois difficile de créer quelque chose d'original. Et ne pas vouloir, je ne dis pas prendre parti, mais juste engager le débat. Je dis, ah, ça on doit pouvoir en parler. Donne-moi le micro, on va en parler. Mais ce que tu dis là, ce n'est pas vrai.
qu'on puisse échanger. Mais les gens, ils refusent même d'échanger sur un sujet. Parce que peut-être qu'ils vont voir que peut-être celui qui est plus fort n'a pas raison. Moi, je le dis, un artiste doit pouvoir parler de tout. Mais dès qu'il dit que moi, je me tais, je ne parle pas, en fait, il prend parti. Il prend parti pour qui? Il prend parti pour l'oppresseur. Parce que tu ne vas pas voir comment dirais-je, le pouvoir respecte le pouvoir. Et je pense que la guerre en Ukraine est une leçon. Aujourd'hui, on est à pratiquement des mois et des mois de guerre, mais il n'y a aucune puissance qui n'accepte d'envoyer ses soldats. Pourquoi? Parce que la Russie est très forte et fait peur. Mais sinon, ils auraient envoyé leurs bombardiers, tu vois, faire table basse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes artiste et que vous pouvez, par exemple, toucher des milliers et des milliers de personnes, il faut utiliser votre voix pour ceux qui ne peuvent pas se faire entendre, quoi. Mon procès par rapport à Canal+, nous en sommes à la phase 2. Nous avons fait appel parce que la première partie du procès, je dirais personne n'a gagné. Parce que nous avons été renvoyés dos à dos. Donc le juge a dit que bon, moi j'ai mal dirigé comment dirais-je, mon action est mal dirigée. C'est-à-dire moi je ne devais pas faire porter plainte contre Canal, parce que Canal peut-être n'est pas producteur. Maintenant, c'est là où la question qu'un artiste doit être cultivé. Un artiste doit connaître ses droits. Un artiste doit beaucoup lire. Parce que juridiquement, la question des droits des œuvres des artistes, surtout africains, se pose. Parce que il y a un pillage qui est encore plus immoral que le pillage qui se fait sur nos ressources naturelles. Parce que le pillage sur des ressources intellectuelles, des ressources l'art, il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, il y a une intégrité par rapport à notre art. Le président, on ne dit pas le gardien de l'art, non, on dit le protecteur des arts. Pourquoi le protecteur des arts? Parce que de sa position, les artistes dans l'histoire ont été toujours faibles par rapport aux économistes, par rapport aux prédateurs, par rapport à l'impérialisme. On dit, donc, vous qui êtes les décideurs, il faut protéger les arts. Et je raconte comment est-ce que le fait que tes enfants puissent hériter de tes droits, 70 ans après ta mort est venu. Il y a un artiste, c'est un écrivain qui s'appelle Diderot. Diderot, c'était un artiste anglais que beaucoup connaissent, sa biographie. Donc, bibliographie du moins. Quand il est décédé, il était pauvre à la fin de sa vie. Et les gens se sont rendus compte que tout ce qu'il a... Diderot, c'est comme, par exemple, parler d'Alexandre Dumas pour la France. Comment est-ce que cet individu qui a tout donné, tant donné, que ses enfants se retrouvent pauvres? C'est pas possible. Alors, ils ont fait une loi qui dit que même mort, 70 ans plus tard, tes enfants doivent pouvoir hériter des droits qui sont des droits moraux. Pour une œuvre, il y a les droits matériels, mais il y a les droits moraux que personne ne peut vendre. Moi, je ne peux pas vendre ces droits-là. C'est pourquoi, pour me protéger et pour protéger mes enfants. Donc, la question du droit est primordiale. Et je donne juste 3 points et un autre point en appoint pour dire à tout le monde qui sont vraiment sensés de raison de savoir que Canal n'a pas raison, il a tort. D'abord, une œuvre artistique. Comment est-ce qu'un styliste, quelqu'un qui fait un tableau en bande dessinée, il peut attaquer quelqu'un pour contrefaçon ou plagiat? D'abord, quand tu portes plainte, on regarde 3 points. La première des choses, on regarde la ressemblance. D'abord, c'est le premier point qu'on voit, la ressemblance. Et ceux qui ont vu ça, Mangan et Division X, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de ressemblances, tu vois. Ensuite, on va regarder quoi? L'originalité. On dit que ces deux idées-là, ils se ressemblent. Donc, voilà. Donc, quelqu'un doit être, la même personne doit être à l'origine. Maintenant, on va regarder l'originalité.
Et l'originalité, on regarde ce qui a été fait. Est-ce que cette œuvre-là est originale? Division Sakho et Mangane, quand il a été présenté, la promotion, c'était le point focal de dire que ça n'a jamais été fait en Afrique. Mélanger la police criminelle avec le mysticisme africain, sénégalais, ça n'a jamais été fait. Et quand tu regardes les articles sur Times, les articles en Afrique du Sud, les articles en Grande-Bretagne, tout le monde disait que it is un original. Et sur Canal, on a mis Canal Plus original. C'est-à-dire que c'est une idée originale. Donc, non seulement les deux idées se ressemblent, mais l'idée est originale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Qui est le dernier point? On va regarder ce qu'on appelle, qui a pas la paternité, mais l'antériorité. C'est le mot que j'essaie, l'antériorité. Qui a enregistré en premier cette œuvre-là? Moi, je dis que c'est en 2011 que je l'ai enregistré. Et Canal, il ne peut pas dire quand il a enregistré. Canal, il dit que c'est en 2014 que Philippe Nia a écrit. Alors que Philippe Nia, en fait, c'est la deuxième personne, hein? C'est la cinquième personne qu'ils ont dit qu'il a créé. Parce qu'au début, quand vous regardez Sakho et Mangane, vous allez voir Herbilo. Herbilo maintenant est out. Et pourtant, c'est lui qui a été crédité comme. Maintenant, ils disent que c'est Philippe Nia après plusieurs changements de version. Maintenant, Philippe Nia, ils disent que c'est une œuvre qu'il a écrite en 2014. Ils ne peuvent ni sortir les 20 pages, ils ne peuvent ni sortir un mail, ils ne peuvent ni sortir aucun document qui atteste qu'en 2014, Philippe Nia a créé ce document. Et vous vous rendez compte, quand est-ce que Philippe Nia a enregistré l'œuvre? Il l'a enregistré en 2021. Moi en 2011, eux en 2021. Et c'est quand j'ai écrit au bureau des droits français, qui s'appelle la SACD, qu'ils sont empressés pour aller enregistrer en 2021. Donc, maintenant, le quatrième point, c'est en fait, c'est un point aggravant. C'est dire, et ça je le précise pour les artistes, hein, parce que plein d'artistes ne le savent pas, on n'a pas besoin d'aller enregistrer au BZA pour être titulaire de l'œuvre, on n'a pas besoin de ça. Le droit il dit qu'une œuvre est automatiquement créée dès sa divulgation. Aujourd'hui, si je fais un dessin et je fais comme ça, et que Mamo X, le film, et le met sur le vrai mag à tel jour, ça, c'est une preuve que cette œuvre, le dessin que j'ai fait, je l'ai dévoilé au jour où le film là, il passe sur YouTube. Je n'ai pas besoin d'aller sur... Le jour où quelqu'un fait la même chose, je dis, ok, apporte-nous une preuve d'antériorité. J'amène le film de Mamo X. Donc, une œuvre, quand tu l'as mis à la télévision, ou par mail, ou même toi, même tu écris un scénario, tu vas à la poste, on te fait un timbre, tu fais un plus fermé que tu ne quittes pas et puis tu le gardes. Ça, c'est une preuve que tu as l'antériorité à la date que tu as enregistrée. Donc ça, c'était un point que j'ai fait. Maintenant, le point aggravant, la circonstance aggravante, c'est quoi? C'est que maintenant, si les deux artistes se sont vus, si l'un des artistes a vu l'œuvre de l'autre, ça maintenant, c'est plus grave parce que c'est du vol. Parce que quand, les trois points là, si quelqu'un est en France, moi je suis au Sénégal, ou bien en Allemagne, moi au Sénégal, si je l'accuse, ils sont ressemblants. Si je l'accuse, l'idée est originale. Si je l'accuse, j'ai l'antériorité, je suis le propriétaire. On va dire, ah, vous avez peut-être eu la même idée, mais dommage, le gars il avait arrêté avant. Donc la justice, il s'arrête là-bas. Maintenant, s'il y a maintenant la preuve que toi, tu es allé, il est venu au Sénégal, il a vu mon œuvre, on dit, mais toi, tu es un voleur. Ce n'est plus question de plagiat, contrefaçon. Maintenant, c'est quelqu'un qui a fait du vol. Et quand c'est ce qu'ils ont fait, en 2014, ils avaient dans leur tiroir 7 épisodes de masse. Ils avaient un pilote de Division X. Ils avaient des mails et des mails. Donc, pour moi, cette question, maintenant, pour moi, pour le public, hein, c'est réglé. Que je suis le créateur de Sakho et Mangane et Division X. C'est réglé sur Internet, les opinions sont faites. Parce que quand vous tapez Sakho et Mangane, les premières lignes sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, ça va être plagiat, tu vois. Et moi, un petit Sénégalais, tu vois, est-ce que j'ose m'attaquer à Canal, qui a un département juridique comme ça?
si je mentais, il m'aurait réduit en bouillie depuis lors. Et maintenant, jusqu'à présent, Canal n'ose pas parler, Kéou Production n'ose pas parler, Herbilo n'ose pas parler, Toumani Sangara n'ose pas parler. Si vous les voyez, hein, vous les reporters, il faut juste leur poser la question, Sahel Mangane, ils vont s'énerver, ils ne veulent pas parler. Ouais, bon, typiquement sénégalais, je choisis le tcheremboum. Le tcheremboum, c'est esqui. On peut me tuer avec du tcheremboum, il faut me donner juste un peu. Et puis quand je vais être là, tu mets encore un peu. Et puis, tu vois, parce que le tcheremboum, le boum, je pense que avec du yomb, hein, le yomb, c'est le légume soit au fruit qui est un peu juté avec beaucoup d'eau. Ça me rappelle ma maman qui est partie quand j'avais 10 ans. Et comment elle cuisinait le tcheremboum, c'était... jusqu'à présent, je cherche en fait le goût là, tu vois. Dès que je mange, tu vois, je retourne donc à cette époque-là. Et c'est ce qui fait que le tcheremboum, quand j'en parle même moi, je suis ému quoi. J'en ai plusieurs. Hein. Je suis quelqu'un, comment dirais-je, le terme c'est quoi? Procrastination, c'est-à-dire je remets à demain à plusieurs reprises quoi. Mais le projet, comment dirais-je, le projet Division X, c'est un de mes projets, mais pas pour le moment. Il faut que le truc là soit, comment dirais-je, évacué. Donc que je dois aux Sénégalais, je devais faire une seule saison. J'ai dit que j'ai fait deux saisons. Après bon, je suis pris au coup quoi, tu vois. Maintenant après on va faire la deuxième saison. Après bon, il y a un roman que je suis en train d'écrire et puis des nouvelles. Une des nouvelles sur lesquelles je suis en train, bon, très avancé. Et je pense que je vais faire une page qui sera spécialement dédiée à Mame Assec où je vais publier mes nouvelles. C'est une nouvelle sur un chien qui est perdu. C'est une très belle histoire, tu vois, d'un chien sénégalais, tu vois. Ce sera genre Disney, quoi. Tu vois. Pour moi, c'est l'histoire qui fera un peu bouffer d'air. Voilà, voilà, je pense que mes projets, c'est ça. Domi Gaindé et puis les romans. Un roman que j'ai écrit sur mon père, qui était, je ne dirais pas un activiste, mais un syndicaliste qui a beaucoup fait dans le panafricanisme avec Cheikh Anta Diop. Et les séries de nouvelles que je vais écrire, Inch'Allah.